On faisait les malins. En Suisse, tout allait beaucoup mieux que chez nos voisins européens, croyait-on. Eh bien, désormais, on rigole un peu moins. L'automne ici, c'est la gueule de bois, bien avant les fêtes. L'alerte rouge sur notre porte-monnaie. Contre toute attente, l'inflation s'installe et elle se cumule avec le prix des primes maladie qui exploserait de 9% l'année prochaine, contre 7% déjà cette année, plus 18% et jusqu'à 40% pour l'électricité, plus 15% pour les loyers d'ici à 2026, sans compter évidemment tout le reste, le téléphone, la poste, les CFF, le brocoli, le beurre et peut-être aussi le derrière de la crémière, puisque tous les services sont ou seront touchés par ces hausses tarifaires. Alors d'où viendra le salut? Que font et comptent faire nos politiques? Le moment est tout trouvé de leur poser la question. Quelle solution dans l'immédiat et que peut-on réellement attendre de ces élections fédérales en octobre? En 52 minutes, sacré crash test dans le point ce soir qui va nous obliger bien évidemment à choisir nos morceaux. Bienvenue à toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités et invités ce soir autour de cette table. L'élite ou future élite de la politique fédérale romande. Notre sort est dans vos mains. Vincent Maître, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes actuellement conseiller national genevois pour le parti Le Centre, en campagne pour votre réélection et pour une place de sénateur au Conseil des États. Vous êtes également membre de la présidence du Centre suisse. Delphine Klopfenstein, bienvenue. Merci. Conseillère nationale verte également, genevoise, tout autant en campagne pour votre réélection. Vous êtes aussi présidente des Verts genevois. Michael Buffat, bienvenue. Merci. Merci infiniment d'être parmi nous, conseiller national UDC vaudois, en campagne pour votre réélection au Conseil national et aussi pour un poste de sénateur au Conseil des États sur le ticket UDC-PLR notamment. Une entente qui marche dans ce canton, mais à quel prix on fera Et centre, oui. Mais à quel prix ça en fera le débat une autre fois, des tickets donc que vous partagez avec Pascal Broulis. Et le troisième? Alors, il n'y a que 2 candidats pour le Conseil des États, mais on est l'alliance des 3 partis, oui. PLR, UDC, Le Centre, ensemble, sous la dénomination Alliance vaudoise. Oui, donc effectivement. Et Benoît Gaillard, merci infiniment à vous aussi d'être parmi nous actuellement. Bonsoir, actuellement élu socialiste en ville de Lausanne, bientôt à Berne, point d'interrogation. C'est en tout cas la porte à côté de chez vous. Le palais fédéral qui est un peu plus loin de vous pour des questions géographiques. Alexandre de Senarclan, évidemment, mais que vous allez tenter aussi de gagner. Actuellement député PLR Genevois et candidat au Conseil national. Bienvenue à tous. Et on commence évidemment par cette annonce qui a choqué hier. C'est l'augmentation du prix de l'électricité. En moyenne 18% comme à Genève et jusqu'à 40%. Alors, il y a les chanceux, les exceptions. Dépêchez-vous de déménager dans le canton de Vaud qui observe des hausses quasi nulles, à part Le Mans, Prangin et quelques autres communes. Mais pour beaucoup d'autres, c'est la cata. Est-ce que c'est acceptable, justement, Benoît Gaillard ? C'est évidemment très compliqué à accepter. J'aimerais commencer par dire que ces hausses, elles sont dues en partie à des facteurs politiques. Il y a un vrai cadeau qui a été fait par le ministre actuel des Infrastructures, M. Rushdie, notamment aux grands fournisseurs d'électricité en augmentant la rémunération autorisée de leur capital. Donc en gros, ils ont droit de tirer un peu plus de rendement sur leur capital. Ça tire les prix vers le haut. Et puis on a aussi décidé politiquement que la fameuse réserve hydraulique, c'est-à-dire l'eau qu'on laisse dans les barrages pour les problèmes qu'on pourrait avoir lors des étés un peu trop froids ou des hivers un peu trop froids ou des problèmes d'approvisionnement, eh bien on a décidé que c'est les consommateurs qui paieraient. Donc la Confédération a de l'argent, les cantons ont de l'argent, on a décidé non, on va augmenter la facture des consommateurs pour payer ce problème ou pour la solution à ce problème d'approvisionnement. Donc il y a des vraies décisions politiques là derrière qui sont à mon avis extrêmement problématiques. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui profitent parce que Axpo a annoncé des bénéfices faramineux. On parle de centaines de millions de bénéfices. Le bénéfice intermédiaire de BKV, qui est un des autres géants, est dans les mêmes hauteurs. Et donc il faut bien être clair, il y a des gens qui profitent de cette hausse pendant que les consommateurs la payent et c'est un vrai problème. Alexandre de Senarclan, on va écouter justement Christian Brunier, le patron des SIG à Genève, qui lui tente de relativiser et justement on l'écoute. Est-ce que précisément on est un peu trop enfant gâté, que finalement on devrait assumer ça sans trop râler? On l'écoute. Il faut relativiser. Alors bien sûr, 6 francs de plus pour un 3 pièces par mois, c'est embêtant. Mais 6 francs de plus, c'est non plus pas gigantesque. C'est 2 cafés, même pas. Et je vous dis, si quelqu'un se plaint, il faut qu'il économise l'énergie. Tous les ménages ont des potentiels immenses, toutes les entreprises ont un potentiel immense. Une entreprise, si elle revoit un peu ses chaînes de production,
elle réfléchit à son mode de consommation, elle économise les 100 francs sans problème. Et en plus, on a des bonus énergétiques, des éco-bonus. Donc vraiment, on peut compenser ces augmentations. Donc exagérons pas non plus. Les loyers augmentent beaucoup plus et on en parle peu. Les télécoms augmentent beaucoup plus et on en parle peu. Et là, on est dans un produit essentiel pour la décarbonisation. Et nous, on ne sucre pas au passage. On reporte simplement la folie des marchés. C'était il y a une semaine au micro de Benoît Rouchalot sur Radio Lac. Nous, au moins, on ne se sucre pas, on n'abuse pas. Alexandre de Senarclan, est-ce qu'on n'a qu'à faire des efforts finalement et puis arrêter de râler? Mais en partie, oui, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et le discours, franchement, un peu simpliste que je viens d'entendre de M. Guéard, franchement, n'est pas à la hauteur. La problématique que l'on voit, c'est une problématique géopolitique. Il se trouve qu'il y a un pays qui a commencé une guerre d'agression terrible et dramatique contre l'Ukraine, et qui était un pays où l'Europe, les Européens, la Suisse en particulier, importaient beaucoup de gaz pour se chauffer l'hiver. Donc évidemment, ça a généré des hausses très importantes. Et puis la Suisse, ce n'est pas une île au milieu du monde, ni au milieu de l'Europe, elle est dépendante de ces marchés, c'est ça ce que l'on vit. Maintenant, comment y réagir? Il y a en tout cas une réponse à moyen et à long terme. C'est en particulier, il y a la question d'économie d'énergie, mieux isoler ces bâtiments. Il y a toutes les énergies renouvelables qui sont essentielles aussi pour une autre problématique, qui est la problématique environnementale. On pense à l'éolien, on pense au photovoltaïque et évidemment à notre ressource que l'on a en Suisse, à savoir les barrages. Il faut en construire de nouveaux, il faut les rehausser. Et ça qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous rendre plus résilients par rapport à ces crises énergétiques. Ça va aussi nous permettre d'être plus indépendants. On va produire de l'énergie ici plutôt que d'être dépendant de M. Poutine et de son affreux régime. Donc, j'allais dire, c'est gagnant-gagnant. Maintenant, on a une problématique à court terme. On a connu finalement d'excellentes années avec de l'énergie qui était peu chère. Maintenant, on réalise que l'énergie, ça coûte. Dans un sens, c'est bien parce que ça nous impose de faire des économies d'énergie, mais maintenant il y a une problématique de porte-monnaie, et c'est ça la problématique que les Suisses vivent, et à juste titre, ils s'en plaignent. Nous avons 2 années très difficiles, mais il faut investir dans l'avenir, et c'est ce que l'on fait, c'est ce que le PLR fait, ce que le PLR a défendu avec la loi sur le climat et l'innovation, qui, rappelons-le, va permettre d'investir, de subventionner à hauteur de 200 millions tous les travaux pour permettre justement que les bâtiments soient moins des passoires énergétiques. Alors, effectivement, il y a un report de coûts. Ça, c'est d'ailleurs tout à fait légal, le cadre de ces distributeurs d'énergie. Mais en même temps, ces distributeurs d'énergie, qui sont pour la plupart des entités publiques ou semi-publiques, ont fait des bénéfices maximum ces dernières années. Les SIG, qui ont justement fait une augmentation déjà l'année passée de 22%, une hausse cette année de 18%, ont reversé à leurs actionnaires majoritaires, qui sont les communes, l'État de Genève, etc., 72 millions. Est-ce que c'est normal, Delphine Klopfenstein, justement, que les collectivités publiques jouent aux affreux capitalistes dans des moments comme ça? Ce qu'il faut surtout imaginer, c'est que ces bénéfices soient redistribués. Et c'est là le nœud du problème aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est que, évidemment, que les questions d'économie d'énergie qui ont été soulevées par M. Brunier, qui est une pierre d'achoppement dans la question énergétique. Aujourd'hui, on sait qu'on a à peu près un vivier de 30% électrique qu'on pourrait économiser. C'est à peu près l'équivalent du parc nucléaire en Suisse. Donc on a un immense potentiel en termes d'économie d'énergie. Pour ça, il ne suffit pas de demander aux gens d'éteindre la lumière, même si évidemment ce sont des actions qui comptent. Mais ce qu'il faut, c'est un cadre légal qui soit beaucoup plus contraignant. Pour ça, on peut activer, et M. Gaillard a parfaitement raison de dire que la question est politique. On aura lundi prochain, le 11 septembre, la grande loi sur la révision de l'énergie et de l'approvisionnement électrique. Et bien là, on peut changer clairement les choses, c'est-à-dire de mettre en place des programmes d'économie d'énergie, et ceux-ci peuvent être financés notamment par les bénéfices. Sauf que justement, ce qui est prévu, c'est d'arrêter de subventionner les individus, enfin les particuliers, pour toutes les rénovations qui pourraient entraîner justement des réductions d'énergie, enfin des modifications sur leur consommation d'énergie. Ce qui est prévu aussi, c'est précisément de pas. Il y a un renchérissement qui frappe aussi beaucoup la construction. Le photovoltaïque a pris l'ascenseur. Donc on demande aux gens de faire des efforts en même temps qu'ils doivent payer des factures. Ça, c'est OK. Ce qu'on doit réussir à faire, c'est faire un cadre légal, parce que c'est une question qui est éminemment
politique et collective. Et c'est vraiment au niveau des collectivités, au niveau des lois, au niveau des lois nationales et des lois des cantons, qu'il faut pouvoir agir. Cette fameuse loi dont je vous parle ici, elle est essentielle parce qu'elle va régler les questions d'économie d'énergie. Et ça peut clairement apporter, ça a un impact direct sur le porte-monnaie. Ce qu'il faut voir, évidemment, c'est que l'énergie qui est non consommée, c'est évidemment l'énergie qui est la moins chère. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que si le prix de l'énergie aujourd'hui a augmenté, c'est une énergie, au fond, que jusqu'à présent, enfin, le gaspillage énergétique a toujours été quasiment un quotidien ici, tout simplement parce que l'énergie n'avait quasi pas de prix, parce que l'énergie n'a pas de couleur, l'énergie n'a pas d'odeur. Donc cette notion de gaspillage, sans même se rendre compte, était un quotidien. On doit revisiter ça, mais on ne doit pas mettre cette donne sur l'épaule des ménages, sur les épaules des ménages, mais on doit bien travailler sur un cadre légal. On a l'occasion. Et moi, j'invite vraiment le PLR ici à cette table, j'invite aussi le Centre et l'UDC qui freine complètement ces révisions à avancer dans cette direction. Et grâce aux bénéfices, on peut réengager cet argent et c'est vraiment dans cette direction. Mais les bénéfices n'ont pas tous été réengagés, justement, Michaël Buffet, n'ont pas tous été réengagés, que ce soit d'ailleurs par les SIG ou par Romande Énergie. L'année passée, d'ailleurs, ça a beaucoup grondé dans le canton de Vaud. On se demande d'ailleurs si les petites hausses que le canton de Vaud observe sont suite justement à cette gronde qui a explosé finalement après la hausse des prix, parce que la plupart des bénéfices tombent dans la poche des collectivités. Donc c'est effectivement des millions qui vont dans l'attribution effectivement des collectivités. Mais c'est que ça, c'est bien normal, Michaël Buffet. Alors déjà, en préambule, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, on annonce les hausses de l'électricité, bientôt il y aura la hausse des prix maladie. On voit qu'aujourd'hui, l'augmentation du coût de la vie devient un réel problème pour notre population, notamment pour la classe moyenne. C'est pour ça que, pour nous, l'UDC, le pouvoir d'achat fait partie de notre thème central pour les élections à venir. C'est là-dessus qu'on a envie d'agir. Ensuite, pour revenir concrètement sur la problématique de l'électricité, on l'a prévenu lors des différentes votations sur la stratégie énergétique. On nous a vendu la stratégie énergétique 2005 quand nous disons que le coût serait très faible pour la population. Récemment aussi, sur les différentes lois de l'énergie, on a prévenu que l'énergie serait raréfiée, que l'électricité serait raréfiée, que les prix auraient augmenté. On nous a dit non, c'est pas vrai, l'UDC veut faire peur aux gens avec ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on arrive? On est dans une situation où on a des risques de pénurie qui seraient catastrophiques pour l'économie et la population et des augmentations de coûts. Exactement ce que l'UDC ont dit depuis quelques années, pourquoi il fallait aller dans la direction qu'on suivait. Ensuite, effectivement, il n'est pas normal que des sociétés qui ont des monopoles étatiques, qui appartiennent en grande partie à des collectivités, en majorité, que ce soit les cantons ou les communes, fassent des énormes bénéfices sans reporter une partie de leurs bénéfices sur le consommateur. Ce n'est pas normal qu'une régie publique fasse un bénéfice pareil. Dans le canton de Vaud, je crois, Romande Énergie, c'est un peu plus de 50 millions qu'ils ont réalisé de bénéfices l'année passée, sur le dos d'un consommateur captif. Oui. Vincent Maître, justement, quel est le rôle de l'État? On va écouter Stéphane Meyer-Hans, Monsieur Prix de la Confédération. C'était sur le plateau du 19-30 dimanche dernier. Il a sa définition justement du rôle de l'État. Je pense que l'État porte une responsabilité accrue dans le développement de beaucoup de prix. Moi, j'ai dû intervenir et auprès de la Poste et auprès des transports publics. On a pu réduire la facture de 120 millions déjà, mais là, il y a encore des questions qui se posent, par exemple, en ce qui concerne le prix de l'électricité. Parce que, si je vous entends pas, ce que vous voulez dire, c'est que quand on est un service public, on ne doit pas contribuer à augmenter les prix pour les consommateurs. C'est ça que vous dites? Oui, je crois que l'État a une responsabilité particulière dans cette situation qui est tellement difficile. Je pense notamment aux rentiers, des gens qui touchent uniquement une AVS, par exemple. Ils sont beaucoup sous pression et je crois que là, c'est aussi dans l'intérêt de l'État et de la politique de veiller à ce que ça ne devienne pas intolérable. Vincent Maître, justement, est-ce que des entités publiques comme la Poste, les CFF, les services justement comme les SUG ou les Romande Énergie, qui sont des entités publiques, est-ce que c'est normal qu'ils soient procycliques et finalement dans une situation de crise, d'inflation, justement, ils contribuent finalement à aggraver cette crise? Effectivement, ces entités publiques qui ont des missions de service public, je pense, ont une responsabilité pour asseoir, garantir une certaine stabilité, notamment dans les prix et dans la qualité des services qu'elles doivent à la population. Et on l'a vu, effectivement, certaines de ces régies publiques ont passablement failli dans leur mission. Il a fallu l'intervention étatique pour corriger le tir. Sur le domaine de l'énergie, de l'approvisionnement énergétique, bon, ce qui a été dit, notamment tout à l'heure par M. de Sonarclan, est parfaitement juste. Bien sûr que la Suisse, en tant que telle, a un certain nombre de responsabilités et de démarches à entreprendre, mais elle dépend aussi très, très largement du contexte, on va dire, géopolitique
à tout le moins européen, si ce n'est mondial, mais évidemment plus européen pour ce qui est de l'approvisionnement énergétique. Nous sommes trop dépendants encore de l'étranger pour notre approvisionnement. Le fait tout simplement d'avoir purement et simplement enterré l'accord cadre nous a mis dans une situation particulièrement complexe avec l'Union européenne, n'en déplaise à mon collègue Buffa. Et puis, moi j'entends beaucoup de beaux discours autour de cette table, mais il se trouve qu'en Suisse aussi, tout le monde chante en chœur pour dire qu'il faut maintenant aller vers une transition énergétique, une transition écologique. Et puis dans les faits, lorsqu'on a des projets qui avancent très concrètement, par exemple le développement de parcs alpins solaires, par exemple la surélévation des barrages, eh ben, on trouve les partis de la gauche pour s'y opposer. Parfois avec des arguments valables, d'autres un peu moins. Ce qui en réalité rend en fait cette question beaucoup plus complexe que ce qu'on s'imagine. Moi, je trouve aussi le discours du directeur des SIG un petit peu facile, un petit peu simpliste. Aller dire aujourd'hui à une PME qui sort de 2 ans de Covid et qui souffre par répercussion des effets de la guerre en Ukraine, eh bien qu'elle doit se réorganiser, qu'elle doit faire des économies structurelles et qu'elle doit maintenant fondamentalement modifier l'organisation de son entreprise pour économiser, à l'entendre, ne serait-ce que 100 francs par année. Aujourd'hui, les entrepreneurs, ceux qui créent de l'emploi, les PME, qui représentent 95-98% des entreprises en Suisse, ont un tout petit peu d'autres choses à penser et surtout n'ont pas tellement d'autres choix, enfin n'ont pas la possibilité de commencer tout d'un coup à investir massivement, à se restructurer, à engendrer, à dégager des coûts qu'elles n'ont pas réalisés, enfin, je le disais en sortie de Covid, qu'elles n'ont pas réalisé les années précédentes. Ça, c'est un discours qui est un petit peu utopiste. Aujourd'hui, les gens au quotidien, ce qui leur intéresse, et en particulier les entrepreneurs, c'est de pouvoir payer leur loyer à la fin du mois, payer les salaires de leurs employés, faire tourner leur entreprise et récupérer un rythme de croissance, on va dire, ou plutôt d'activité à peu près normal. Donc, c'est pas sur ces... Moi, je pense que la balle, elle est clairement dans le camp du politique. Se défausser et mettre la responsabilité sur le citoyen ou les PME, pas convaincu déjà qu'au final ce soit terriblement efficace, du moins dans un avenir très très proche. Effectivement, le politique a de la responsabilité là-dedans. Et moi, je suis quand même un peu moins pessimiste que beaucoup de gens autour de cette table, parce qu'on a vu qu'on n'a jamais été aussi vite que ces 6 derniers mois ou 12 derniers mois en matière de décisions politiques, de lois acceptées par le Parlement, justement pour accélérer cette transition énergétique. Malheureusement, alors c'est peut-être trop lent et peut-être pas encore assez efficace, mais il ne faut pas, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, tout n'est pas à jeter non plus. Moi, je trouve qu'il y a des bonnes choses qui ont été faites. On peut bien sûr faire encore mieux. Mais... si on entend Stéphane Meyer-Hans, qui justement a provoqué aussi des assises, sommet du pouvoir d'achat hier, qui tire la sonnette d'alarme, mais j'ai envie de dire, mais que font vos partis ? C'est vrai qu'on n'a pas entendu jusqu'à présent, là il y a un effet cocktail, tout arrive en même temps, les factures augmentent partout, mais par exemple à la tête de la Poste, c'est un socialiste, Christian Levrat, dans toutes les régies, on n'a pas l'impression que vos partis s'en sont saisis de cette question. Jusqu'à présent, vous êtes un peu déconnecté de la population ? Mais sur la question des coûts de l'énergie, pour commencer par ça, il y a quand même un discours que moi je ne peux pas entendre, et je crois qu'il n'y a personne qui peut l'entendre en fait dans ce pays, c'est l'idée de dire on devait de toute façon faire la transition énergétique, puis maintenant il y a la guerre en Ukraine, alors pour cette raison, ça va être beaucoup plus brutal, beaucoup plus dur, beaucoup plus violent, et vous allez payer vos factures d'une année sur l'autre 10, 12, 18% plus cher. Ça n'est pas audible, parce qu'on a 2 défis. On a la guerre en Ukraine, et puis on a la transition énergétique. Et comme pays, on doit se demander comment on fait face à ces 2 défis. Mais on ne peut pas dire aux gens, comme l'a fait, excusez-moi, M. de Senarclan un petit peu, en disant voilà, ça peut les lois de la nature, alors le monde est comme ça, puis il y a la géopolitique, et puis ça a pour effet que, il va falloir un peu serrer la ceinture, économiser l'énergie, peut-être un peu plus vite que prévu, etc. Ça n'est pas audible. Et nous, notre rôle comme élus à tous les niveaux, c'est de dire mais comment on répond comme nation, comme pays, à ces défis différents. Et je suis convaincu que c'est un scandale d'avoir fait face à la problématique de la guerre en Ukraine en reportant sur les consommateurs, par exemple, le fait de payer les réserves hydrauliques constituées en hiver. C'est amusant, d'ailleurs, personne n'a répondu. C'est un petit cadeau qui nous a été laissé par la majorité du Conseil fédéral. Deuxième chose, je m'excuse, l'actionnariat et les bénéfices. Vous avez raison, il y a des régies publiques qui font des bénéfices. Je ne connais pas par cœur le cas des SIG, mais enfin, encore, disons, toujours été, ça tombe dans la poche du canton. Oui, mais parlons des sérieux. Parlons de Axpo, parlons de Alpic, parlons de BKV. Eux, ils sont cotés en bourse. Donc les bénéfices, ils ne vont pas dans la source, dans la poche de la collectivité,
en intégralité. Ils vont en partie dans la poche d'actionnaires. Quand ça ne va pas, on leur met un gros parapluie à liquidité, comme on l'a fait l'année passée. Tout à coup, en urgence, on doit déployer 2 milliards d'aides à la liquidité. Mais alors, quand ça va, paf, il y a de la distribution de dividendes aux actionnaires. Et ça, c'est juste la politique qui le veut. Et je reviens sur le joli cadeau de M. Rushdie, fait cette année, notamment à ces très grosses compagnies d'électricité, parce que c'est les producteurs qui se sucrent le plus, ce n'est pas les SIG, les SIL, etc. On leur a dit, vous avez droit d'augmenter votre rendement et donc vous avez le droit d'augmenter vos bénéfices. Ça, c'est une décision politique prise uniquement par le DTEC de M. Rushdie. Donc moi, je ne peux plus entendre cette espèce d'idée que, bah oui, c'est comme ça, ma bonne dame, il va falloir s'adapter, peut-être un peu plus vite que prévu, mettez des LED, éteignez la lumière, etc. Je ne supporte pas ce discours et il consiste à se cacher derrière ses responsabilités. Maintenant, je ne veux pas éluder votre question. Oui, vous avez raison, il y a des modèles de financement qui ne tiennent plus la route et moi, je suis convaincu qu'on pourrait avoir, par exemple, dans l'électricité, un premier set de kilowattheure où on dit, ma foi, il y a un prix qui est régulé, il est le même pour tout le monde en Suisse. Et ça, c'est aussi une incitation aux économies d'énergie, parce qu'on dit, bah voilà, si vous avez une consommation faible, eh ben vous payez ce prix régulé. Si vous allez au-delà, eh ben le prix augmente. Ça, par exemple, on pourrait le faire. Et puis sur la question de la Poste, on a forcé la Poste à être autoporteuse. Donc on lui demande de générer ses produits pour couvrir ses charges. Je suis contre cette logique. Je pense que la Poste apporte d'autres choses au pays. Elle apporte de la connexion, elle va jusque dans les vallées, c'est l'identité nationale qui est en question. Et on devrait accepter que, bah oui, peut-être certaines années, la Poste fait un peu de déficit. Donc là, je suis en désaccord avec le Conseil fédéral parce que malheureusement pour Christian Levrat, son vrai chef, c'est le Conseil fédéral. Alors, sur la question aussi de la guerre en Ukraine, c'est d'ailleurs dénoncé aussi par Stéphane Meyer-Hans, par beaucoup. Elle a beau dos, la guerre en Ukraine. C'est vrai qu'on lui impute beaucoup de renchérissements qui sont abusifs. Même Christian Brunier disait, voilà, d'aucuns font des abus parce que c'est la téléphonie qui augmente ses prix. Le prix des courses, les prix des courses à la COP et à la Migros, pour citer, parce que citer nos grands distributeurs, a renchéri, selon l'Observatoire de la RTS, justement, c'est minimum 10% pour les produits alimentaires. Alexandre de Senarclan, sans que ça y ait de justification particulière, est-ce que ça, c'est bien normal? Est-ce que, justement, COP et Migros on ne devrait pas, à un moment donné, aussi faire une pression, comme ça se fait en France, comme ça se fait en Allemagne, dans d'autres pays européens, où l'État, quand même, à un moment dit « stop, c'est plus possible, le caddie de la ménagère ne peut plus supporter ça ». Non, mais vous savez, on n'est pas dans un régime communiste. Il se trouve que ce n'est pas l'État qui dicte à la COP ou à la Migros, acteurs privés, les prix qu'ils peuvent répercuter ou pas à leurs clients. Nous, on veut la libre concurrence. On veut un duopole, c'est pas la libre concurrence. Mais justement, on aimerait plus de concurrence. Évidemment qu'il faut qu'il y ait plus de concurrence et plus d'acteurs qui viennent. Il se trouve que là, historiquement, on a deux grands acteurs, Coop et Migros, qui ont aussi joué un rôle dans la société suisse important, avec des liens aussi assez particuliers avec nos producteurs. Enfin, Coop et Migros font aussi de très belles choses. Mais effectivement, il faudrait plus de concurrence, et c'est pas le PLR qui ne va pas le dire. Donc il fallait faire ses courses en France pour augmenter la concurrence. Ça certainement pas. Mais je pense que la concurrence, elle joue aussi son rôle. Coop et Migros, c'est aussi assez facile. Ces sociétés ont aussi des charges qu'elles doivent répercuter. Alors on peut prendre le discours de M. Guéard puis dire ce sont des salauds et puis c'est pas normal, et puis il y a qu'à faire. Mais la situation est un peu plus compliquée. Elles aussi sont soumis à des coûts d'énergie importants et qui sont répercutés. Donc c'est le discours un peu simpliste que j'entends, c'est un peu limité, et il faut avoir une vision un peu plus large. On va devoir conclure cette première partie. La question sur Coop et Migros, ça fait des années qu'on sait qu'ils font des marges beaucoup plus importantes que des distributeurs en France, en Allemagne, jusqu'à 3 fois ces marges, effectivement, et que ça pose des problèmes, que c'est sous le feu des projecteurs, mais que pour l'instant, on n'intervient pas. On continue cette discussion dans quelques instants, juste après la pause. Tout augmente et pas qu'un peu. Jusque-là, le mantra des autorités face à une bonne partie de la population, c'est « démerde-toi ». Mais jusqu'où peut-on tirer sur la corde? C'est toute la question qu'on va aborder maintenant, avant de parler, évidemment, un peu aussi des assurances maladie. Alors, les Suisses, des enfants gâtés, jusque-là, justement, plus que nos voisins, qui, tout d'un coup, réalisent qu'il va falloir accepter des sacrifices, ou bien une population, finalement, pas si riche qu'on l'imagine, Michael Buffin?
Non, tout d'abord, permettez-moi de revenir sur quelque chose que vous avez évoqué auparavant, le fait que les politiciens ne font rien. Nous-mêmes, à l'UDC, on est le parti de la classe moyenne, donc c'est vraiment, comme je l'ai dit, un thème central de notre activité politique. Et on agit, alors on a parlé de l'électricité, on a prévenu que ces lois allaient coûter très cher à la population. On a agi dans le domaine de la santé. J'ai compté rien que l'année passée, j'ai déposé une dizaine de propositions pour réduire les coûts de la santé. Sur les énergies aussi, sur l'essence. Au mois de juin l'année passée, on a proposé en votation au Conseil national de diminuer de moitié les taxes sur l'essence, mais malheureusement, les autres partis autour de cette table ne nous ont pas soutenus. Donc c'est faux de dire qu'on ne fait rien pour essayer d'améliorer la situation. Et puis je pense que le plus gros problème qu'on a, c'est aussi la fiscalité dans nos cantons romans qui est très confiscatoire pour la population et qui met avec les impôts des gens dans des situations difficiles, notamment la classe moyenne qui gagne peut-être pas assez pour être considérée comme riche pour bien vivre, mais par contre qui gagne juste un peu trop pour toucher des subsides. Et là, je crois qu'on doit vraiment faire quelque chose, nous les politiques, pour cette classe moyenne qui doit faire face à toutes ces hausses qui viennent. Mais justement, est-ce que finalement, on est assez riche et que du moment qu'on doit payer un peu plus, c'est compliqué? Parce qu'on voit cet été, hein, les gens n'ont jamais pris autant l'avion, ils sont partis en vacances. Ou bien en réalité, on se leurre sur la richesse des Suisses, pour l'essentiel, qui ont finalement infiniment moins de pouvoir d'achat que ce qu'on croit. Non, je pense qu'on se leurre sur la réalité. Je pense alors effectivement, il y a une partie de notre population qui est aisée, qui peut se permettre des voyages, comme vous citez, mais je pense qu'il y a une partie de la population, notamment de la classe moyenne, qui est peu aidée par l'État et qui, elle doit regarder à la fin de chaque mois combien il lui reste d'argent dans le porte-monnaie pour vivre. Et le représentant avant de vos services électriques, qui disait « c'est rien du tout 6 francs par mois », ben, je pense pas. Non, je pense que pour des gens, 6 francs par mois, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ces gens-là qu'on fonde notre combat politique, qu'on a envie de se battre contre toutes ces hausses de taxes, d'énergie, etc., d'assurance maladie, qui font que ces gens ils ont moins d'argent en finalité dans leur porte-monnaie à la fin du mois. Les salaires, justement, qui n'ont pas augmenté, Vincent Maître, alors que notre économie se porte plutôt bien, hein, elle a prospéré. Est-ce que c'est normal, justement? Bon, les salaires n'ont pas augmenté. Il y a une augmentation, mais qui évidemment ne suit pas l'inflation, ça c'est clair. Et c'est pour ça que c'est préoccupant que le pouvoir d'achat des Suisses s'amenuise. Maintenant, c'est vrai que de nouveau, la question est globalement assez complexe. On sait créer aujourd'hui tout un chacun beaucoup plus de besoins presque artificiels. Vous citiez les voyages qui se font beaucoup plus naturellement et logiquement aujourd'hui qu'il y a 20 ans. On a tous des téléphones portables qui n'existaient pas il y a 25 ou 30 ans, etc., etc. On surmultiplie finalement des produits de consommation pas absolument fondamentaux, mais qui sont quand même devenus importants dans la vie des gens. Ça réduit d'autant le pouvoir d'achat. Mais c'est en tout cas pas là-dessus qu'il faut trouver l'explication ultime à l'amenuisement du pouvoir d'achat des Suisses. C'est vrai que l'inflation, qui quand bien même a été mieux contenue en Suisse que partout en Europe, est inquiétante. Pour le coup, elle revient aussi, elle est aussi due à des facteurs internationaux. Et je dirais, pour une fois, je rejoins mon collègue Buffa sur le fait que, franchement, les parlementaires et tous autant qu'on est autour de cette table, il y a eu des propositions absolument concrètes pour faciliter la vie de nos concitoyens. Mon parti a déposé des propositions au Parlement pour indexer, par exemple, les rentes AVS au niveau pour tenir compte de l'inflation. Mon parti, le Centre, a déposé une initiative pour abroger cette discrimination absolument inadmissible qu'il y a en termes de fiscalité pour les couples mariés, en termes de rente AVS. Des personnes mariées touchent non pas 2 rentes AVS, quand bien même ils auraient cotisé toute leur vie, mais seulement 1,5. C'est un véritable scandale. J'espère qu'enfin on arrivera à supprimer ce genre de discrimination. Mais au final, c'est vrai que quand bien même les citoyens et les citoyennes suisses ont en apparence des salaires à faire pâlir d'envie le reste de tous les employés du monde entier à peu près, c'est dans les faits largement à relativiser, puisqu'il est vrai qu'on a un coût de la vie qui est bien plus important en Suisse qu'ailleurs. Vous prenez les salaires genevois, eux-mêmes font pâlir d'envie parfois certains de nos citoyens confédérés, et puis ils ne se rendent juste pas compte que l'assurance maladie, les loyers, etc., sont bien plus chers à Genève qu'ailleurs. Donc c'est vrai que tout ceci constitue un environnement, on va dire, socio-économique assez complexe. Il n'y a pas de solution miracle et une seule et unique solution, mais c'est la conjonction de nombreuses propositions qui sont faites au Parlement et qui, on espère, l'aboutira rapidement
Sur l'indexation des rentes AVS, vous pourriez juste dire qu'elle a été coulée ensuite par le Parlement et notamment par les deux partis à votre droite. Comme ça, on est clair avec ceux qui nous regardent. Alors, elle a été coulée. Elle a été coulée par le Conseil des États. Mais voilà. Si on rappelle quand même les choses factuellement telles qu'elles se sont passées, et il ne me semble pas que ce soit contestable, c'est bien le centre qui a fait cette proposition. Et qui l'a coulée au Conseil des États? Merci. Mais qui l'a coulée au Conseil des États? Les sénateurs de quel... Non, mais de quel parti? Ils ont fait quoi, les sénateurs de votre parti? Il y a une majorité de sénateurs... Non, mais soyez honnête. Mais les sénateurs de votre parti, ils ont fait quoi? Je viens de vous dire... C'est ce que je viens de vous dire, Monsieur Gaillard. Si vous posez une question... Il essaye de maintenir une entente. Si vous posez une question, acceptez qu'il y ait une réponse. Ils ont fait quoi? Le Conseil des États, dans sa majorité, oui, constitué de certains sénateurs du centre, mais pas tous, ont refusé. L'écrasante majorité... Le centre a coulé cette proposition aux États, sinon ça aurait passé. Voilà ce qui s'est passé. Mais sur la question, c'est la vérité. Alexandre de Senarclan, justement, il y a deux indicateurs, je vous donne tout de suite la parole, Delphine Brogini. Il y a deux indicateurs que sont l'épargne et aussi justement l'endettement. Et votre magistrat, Nathalie Fontanet, montrait justement que la classe moyenne à Genève, notamment, mais on baisse aussi en Suisse romande, arrive de moins en moins à épargner. Est-ce que ça, justement, ça ne devrait pas nous alarmer? Oui, mais moi j'aimerais répondre à la question qui est centrale, qui est de savoir si on fait quelque chose. Parce que vous terminez un peu vos questions en disant les politiciens ne font rien. Et puis, non, je m'interrogeais sur le fait que ce soit Stéphane Meyer-Hans qui justement porte haut ces préoccupations-là. Nous voulons avancer, nous avons des propositions et au PLR en particulier, nous luttons en particulier contre la vie chère, en particulier sur la question de la fiscalité. C'est la question de l'imposition individuelle des couples mariés, c'est la question des déductions pour des frais de garde. À Genève, on a baissé les impôts, on a un projet de loi au Grand Conseil qui devrait passer en plénum sur une baisse de moins 5% de l'impôt. Et puis, il reste très fort sur la classe moyenne. Pour ce qui est de l'assurance maladie, ce que l'on a fait, qu'on a voté en 2019, qui est passé en 2020, c'est une augmentation. Non, mais c'est important. C'est une augmentation très importante des subsides d'assurance maladie de plus 50%. C'était environ 200 millions que l'État a redistribué par des subsides. D'ailleurs, la gauche était opposée à cette réforme parce qu'elle allait avec une grande réforme de la fiscalité des entreprises. Donc on ne fait pas rien. 200 millions pour la classe moyenne inférieure, celle qui a le plus de problèmes à payer les primes d'assurance maladie, ça n'est pas négligeable et ça a aidé beaucoup de familles dans une situation difficile pour payer les primes d'assurance maladie. Donc je refuse l'idée que les politiciens ne servent à rien et ne font rien. C'est à rien, mais c'est vrai. Delphine Brogini, Kloppenstein de Brogini, pardon. Justement, l'endettement aussi, c'est un indicateur. Il y a plus d'une personne en Suisse sur 8 qui vit dans un foyer endetté ou surendetté. C'est énorme. Ça va vraisemblablement pas s'améliorer avec la situation actuelle. Ça doit nous alarmer. Ça doit nous alarmer, mais ce qu'on n'a pas dit ici autour de cette table, c'est qu'au fond, on doit différencier les catégories de population. On a une classe moyenne, certes, qui est conséquente, mais on a aussi des ménages qui sont extrêmement précarisés. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de cette catégorie-là de la population qui a des énormes soucis pour boucler les fins de mois. Et cette catégorie-là de la population, on doit pouvoir l'accompagner, faire des propositions sur mesure. Et quand on pense en effet à l'augmentation du prix des aliments, notamment avec les immenses marges que se font les grandes enseignes, évidemment que ça a une répercussion directe pour ces personnes-là. Donc on doit continuer de travailler sur ces marges-là pour avoir évidemment un accès aux produits de première nécessité. Mais à côté de ça, on a évidemment une grande classe moyenne. Mais cette grande classe moyenne, elle est confrontée, certes, de manière générale à l'inflation, à l'augmentation du prix en général, mais elle est aussi confrontée de manière générale à l'augmentation systématique des assurances maladie. Elle est confrontée à l'augmentation des loyers, parce qu'on spécule encore aujourd'hui sur les loyers, parce qu'on se fait de l'argent sur les loyers. Et puis à côté de ça, le souci majeur, c'est que cette population vit d'une rente, quand elle arrive à la retraite, qui est insuffisante pour vivre. On sait qu'un retraité sur 10 ne peut pas vivre de sa rente AVS. On sait aussi que les femmes sont les plus prétéritées. Et puis ce qui s'est passé, eh bien évidemment, c'est que la droite a décidé d'augmenter
augmenter l'âge de la retraite. Alors il y a eu un vote, certes, mais ça a été une proposition de la droite qui prétérite encore ce pouvoir d'achat. Donc ce pouvoir d'achat, c'est autour de ces questions-là qu'on doit travailler. C'est-à-dire qu'on doit réussir à travailler sur les assurances maladie, parce que les assurances maladie, certes, les subsides, c'est une chose, mais c'est surtout les lobbies. Les lobbies. C'est-à-dire que la classe moyenne, elle ne touche pas de subsides. D'ailleurs, la classe moyenne, avant d'arriver à la retraite, elle ne touche rien du tout. Exactement, et c'est ce seuil-là qu'il faut revoir, mais c'est surtout le rôle des lobbies. Comment ça se passe au Conseil national et au Conseil des États, on le sait, on a la salle des pas perdus, se baladent là les lobbies, mais les lobbies ne sont pas juste dans la salle ou dans le couloir des pas perdus. Ces lobbies-là sont sur les sièges même des parlementaires, parce que ce sont les parlementaires eux-mêmes qui incarnent les lobbies. Donc qu'est-ce que vous voulez quand dans la commission de la santé, vous avez les lobbies proprement dit qui siègent? Comment vous voulez imaginer, évidemment, qu'on fasse des réformes pour simplement protéger la population de ces hausses? Depuis 2000, l'augmentation est régulière de ces assurances maladie, et c'est ça qui vient évidemment baisser ce pouvoir d'achat, parce qu'on a un problème d'assurance maladie qui est beaucoup trop cher, qui est excessivement cher, avec des assurances qui se mettent de l'argent dans la poche. À côté de ça, on a des loyers qui sont excessivement chers parce qu'on n'a pas réussi à développer suffisamment les coopératives d'habitation, les habitations d'utilité publique, qui permettent justement de ne pas spéculer sur le logement. Eh bien, c'est évidemment ces choses-là qu'on doit réussir sur lesquelles travailler. Et puis sur l'AVS, parce que sur l'AVS aujourd'hui, eh bien, on a différents textes. On a une initiative sur la 13e rente qui est essentielle pour renforcer aujourd'hui l'AVS. De penser que les femmes touchent en moyenne beaucoup moins le deuxième pilier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec l'AVS, on n'arrive pas à subsister. Hein. C'est une rente qui est à peu près insuffisante. Il faut un deuxième pilier. Mais on sait que de nombreuses femmes n'ont pas ce deuxième pilier parce qu'elles ont travaillé à temps partiel, parce qu'elles sont occupées des tâches domestiques, parce qu'elles n'ont pas eu un accès à des postes à responsabilité et donc un salaire qui allait avec. Elles sont prétéritées aujourd'hui. Leur pouvoir d'achat est prétérité. C'est là-dessus qu'on doit travailler. Mais sur les assurances maladie, justement, sur les assurances maladie, Benoît Gaillard, parce que c'est votre ministre, qui sort, Alain Berset, qui sort justement de plusieurs années à la tête du département de la santé. Comment est-ce qu'on a laissé aller les choses si loin avant de réagir? D'ailleurs, on n'a toujours pas réagi, parce que pour l'instant, on en est juste au constat que finalement, là, ça hurle un peu plus fort que d'habitude. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On a l'impression que c'est comme Crédit Suisse. On savait dans la presse que ça n'allait pas depuis des années, puis tout d'un coup, on se dit, oh là là, mon Dieu, c'est le crash. Écoutez, moi, je ne peux que souligner les propos qui viennent d'être tenus. Les propositions pour réaliser des changements dans le financement de l'assurance maladie et dans le financement des coûts de la santé, ils ont été faits. Ils ont été balayés un par un. Ils ont été balayés sur le côté des subsides, c'est-à-dire donc cette année, la crise du pouvoir d'achat, on n'a jamais connu ça depuis très longtemps, le Parlement a refusé de faire un vrai contre-projet à l'initiative sur les subsides fédéraux, etc. OK, sur le côté des subsides, c'est niet. Ensuite, sur le côté des coûts, tout ce qui est importation parallèle, tout ce qui est la révision à la baisse du prix des génériques, etc. Toutes des mesures proposées par M. Berset, mais qui, encore heureux, sauf pendant les périodes de pandémie, ne peut pas faire la loi sans le Parlement. C'est tant mieux, hein. Bon, le Parlement ne veut pas. Le Parlement dit stop. Et il se passe malheureusement, c'est un peu caricatural, on dirait, mais en fait c'est totalement vrai. C'est pas exactement ce qu'elle vient de décrire, Mme Klopfenscheid-Brogini, c'est-à-dire que les mesures, tout le monde les souhaite, et puis tout à coup, il y a des gens que ça embête, parce que le groupe Pierce London va peut-être avoir un tout petit peu moins de dividendes, parce que peut-être les pharma vont pouvoir un tout petit peu moins se sucrer sur les consommateurs suisses pour soi-disant financer la recherche, mais en réalité pour surtout financer les dividendes. Et je m'excuse, on va encore me dire que c'est simpliste, mais c'est quand même la réalité. C'est-à-dire que c'est des groupes qui sont ultra profitables et qui ne veulent pas qu'on baisse, par exemple, le prix des génériques. Et c'est ces messieurs et leurs partis qui ont coulé ces réformes au Parlement. Maintenant, moi, j'aimerais juste... Alors peut-être faire réagir Mickaël Buffa, parce que vous êtes le parti qui a la grosse majorité dans la majorité, justement. C'est vous, le parti des lobbies, finalement, dont est responsable la situation actuelle. Rappelez-nous pour qui travaille M. Gaillard, et on verra que les lobbies, finalement... on parle d'assurance maladie. Et c'est aussi et surtout les lobbies défendus par M. Gaillard qui atomisent complètement, par exemple, des accords cadres avec l'Union européenne qui nous permettent pourtant la prospérité, qui nous aurait permis de trouver une solution à l'assurance maladie. Non. D'accord, mais sur les primes maladie. Sur les primes maladie. D'accord. Monsieur Maître, si on avait libéralisé le marché électrique,
Je pense que les consommateurs aujourd'hui, ils seraient dans la rue. Ils ne seraient pas en train de se faire la leçon par M. Brunier. On a compris que le mot libéral vous posait un problème. Mais, vous allez voir en Allemagne, en France, en Italie, les hausses qu'il y a eu à côté de ça. Alors, monsieur Gaillard, laissez la parole à M. Biffa. Mis à part ça, je vais rassurer Mme Brugini. Dans le lobbyisme, alors effectivement, il y a du lobbyisme, mais il y a aussi une part de fantasme. Et le lobbyisme, il se fait de tous les côtés de bord politique. Dans la commission de santé, il y a aussi des administrateurs d'institutions de prévoyance. Alors, je fais juste une petite incise, Monsieur Biffa. Il y a un sondage de l'Observatoire de la démocratie qui vient de sortir et qui montre, attendez, qu'une grande part de l'électorat UDC notamment pense qu'au Parlement, il y a beaucoup de lobbyistes. Et c'est le même, d'ailleurs, électorat vert et PS qui pense qu'effectivement, on est gouverné par des lobbyistes. Et c'est votre électorat aussi. Je vais vous dire, il y a beaucoup de lobbyistes, il y a beaucoup de gens qui essayent d'influencer nos votes, mais en tout cas, moi, je ne sais pas mes collègues autour de la table, mais moi, je vote en fonction du programme politique que j'ai présenté aux électeurs, le programme politique pour lequel les électeurs m'ont élu, et selon ma sensibilité. Et puis, je suis assez grand et assez indépendant au Parlement pour voter ce que je juge bien pour le bien-être de la population, sans me faire influencer par les lobbyistes. Et j'espère que mes collègues autour de la table, qui siègent aussi dans les parlements, savent prendre leurs décisions sans se faire influencer par les lobbyistes. En tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. Mais si on regarde, pour revenir sur la problématique de l'assurance maladie, si on regarde les propositions du bord d'en face, c'est des propositions qui s'attaquent qu'au financement de l'assurance maladie. Vous venez de dire si j'ai regardé vos programmes de manière globale, parce que le problème de l'assurance maladie, ce n'est pas le financement. Alors, dans le programme des Verts, on propose de mettre des primes en fonction du revenu. Quel est votre programme ? Quel est votre programme à l'UDC ? Je pense parce qu'on a juste entendu le programme Nathalie de la Ricli, gauche, c'est des subventions. Donc Nathalie Ricli qui a proposé d'arrêter carrément de rendre l'assurance de base obligatoire. Alors Nathalie Ricli a lancé un pavé dans la mare, parce que c'est vrai que je pense que le système, il est à bout de souffle, le système de la LAMAL. On voit qu'on ne peut pas continuer chaque année comme ça à avoir des augmentations. Mais en face de nous, ce qu'on propose, ce n'est pas de stopper les augmentations. Ce qu'on propose, c'est de faire payer par d'autres. C'est pas vrai. Le prix des génériques, vous avez voté contre. J'ai vérifié dans le train en venant. Pas. Si, j'ai vérifié, vous avez voté contre et vous nous expliquez pourquoi. Le baisser le prix des génériques. C'est simple, c'est net, c'est précis. Mais ça, c'est une proposition, c'est pas les subsides. Ça fait partie d'autre chose. Mais alors pourquoi vous avez voté contre le... Il faut que je contrôle, mais ça fait partie, d'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc dans notre programme politique, qu'on veut, nous, encourager les génériques UDC qui coûtent généralement moins cher que le médicament de base, mais le problème, des fois, il vient plutôt des médecins qui prescrivent l'original plutôt que des génériques, mais en face, on ne propose pas, rarement de s'attaquer aux deux coûts de votre programme politique. Ce que vous proposez, c'est de faire payer par d'autres l'augmentation, que ce soit en fonction du salaire, soit en augmentant encore les subsides, ce qui est une bonne chose, mais c'est toujours la classe moyenne, aux finalités, qui se retrouve à devoir absorber les coûts de la santé, et ça devient problématique. D'accord, mais alors qu'est-ce que vous proposez ? Alors, je propose plein de choses. Je vous ai dit, j'ai déposé, je crois, une dizaine de textes cette année sur le domaine de la santé. Le tout dernier, c'est une initiative parlementaire que j'ai déposée en juin, demandant de geler tous les tarifs médicaux pendant 3 ans. J'ai déposé un autre texte qui demande que les gains qu'on pourrait faire avec la technique, parce que bien sûr, la technologie avance aussi dans le domaine de la santé et les gains d'efficience soient répercutés aussi sur les patients. J'ai aussi déposé un texte qui demande que le Conseil fédéral nous garantisse qu'avec le changement TARDOC, il n'y ait pas que ça soit neutre au point de vue des coûts, parce que le grand problème, c'est les coûts de la santé qui augmentent. Alors, bien sûr, ça augmente en partie parce que la population vieillit, on vieillit en bonne santé, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais il y a aussi des problèmes qu'on doit aborder dans le domaine de la santé, notamment le fait que beaucoup d'interventions sont inutiles, beaucoup de contrôles sont refaits alors que ça avait déjà été fait, etc. Le dossier électronique du patient est aussi une solution, mais je crois qu'il faudra que, peut-être avec le changement de ministre dans le domaine de la santé, on pourra remettre toutes les choses à plat, puis peut-être qu'il faudra revoir tout le système, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, on va droit dans le mur pour le porte-monnaie de nos concitoyens. Un parlement de lobbyistes. Un parlement de lobbyistes. Non, pas un parlement de lobbyistes, un parlement avec des lobbyistes, et c'est tant mieux. Mais c'est tant mieux parce que des lobbyistes, il y en a de tous les bords. Moi, je suis ravi, en tant que parlementaire, de pouvoir discuter à Berne très régulièrement avec des lobbyistes, en l'occurrence une lobbyiste du VVF qui me donne une vision technique sur des sujets pour lesquels je n'ai pas forcément les compétences. Je suis ravi de discuter avec des syndicalistes qui sont omniprésents à Berne et à la salle des pas perdus pour aussi avoir peut-être un autre son de cloche pour pouvoir me forger une opinion face à d'autres personnes, d'autres lobbyistes qui, eux, sont dépeints comme mes collègues d'en face, comme évidemment d'affreux tortionnaires capitalistes qui n'ont qu'un objectif, c'est de mettre le peuple à genoux. C'est un tout petit peu différent que ça. Et rappelons quand même que ce qui fait quand même la force de nos institutions, c'est ce fameux Parlement de milice. Donc, par définition, des politiciens qui ne sont pas professionnels et qui doivent donc pouvoir
avoir accès à une source d'information. Ok, mais je vous arrête parce que vous avez lancé une initiative justement par rapport à l'assurance maladie qui admet en somme que personne arrive, que tout le monde bloque le dossier. Et d'ailleurs, cette initiative propose... Absolument. J'avais lancé, alors tout premièrement, et puis ça rejoint la question des lobbies. Il y a eu pendant quelques années passées, même bien trop longtemps, effectivement, un problème de lobby, je pense, parce qu'ils étaient trop présents jusqu'en commission, en particulier dans le domaine de la santé. Et il se trouve au miracle qu'avec, à l'époque, Pierre-Yves Maillard, nous avions lancé une initiative populaire, soutenue ensuite par Mauro Poggia, pour interdire les membres des conseils d'administration des assurances maladie obligatoires rendre incompatible cette fonction-là avec la fonction de parlementaire fédéral. Le peuple n'en a pas voulu, on n'a pas réussi à récolter les 100 000 signatures qu'il fallait. Bon, premier échec, tant pis, mais en même temps, malheureusement, aujourd'hui, on n'a que nos yeux pour pleurer. Sur la question que vous soulevez, cette initiative qui est lancée par le Centre pour réduire les coûts de la santé, le gros problème aujourd'hui, c'est globalement le système de la santé, objectivement en Suisse, c'est un immense business, très florissant, très prospère, et sur lequel des gens s'enrichissent franchement de façon parfois indécente. Et à chaque fois, en réalité, que ce soit les socialistes, que ce soit les Verts, le PLR, l'UDC ou le Centre qui proposons quelque chose, vous aurez toujours quelqu'un pour vous dire non, c'est pas la bonne solution, il faut plutôt faire comme ça, non, c'est pas la faute des assureurs, c'est la faute des médecins, quand c'est les médecins, c'est la faute des assurés, quand c'est pas les assurés, c'est la faute des cliniques ou que sais-je. Finalement, cet écosystème de la santé est arrivé à un échec perpétuel patent, c'est que tout le monde se rejette la responsabilité. Et je pense que pour une fois, l'initiative du Centre qui vise à réduire, à mettre un frein à ces coûts de la santé, à l'augmentation des coûts de la santé, tape particulièrement juste parce qu'elle prévoit un mécanisme très simple qui est de dire à partir du moment où les primes augmentent plus que le coût de la vie, eh bien messieurs, Conseil fédéral, parlementaire et tout l'écosystème du monde de la santé, assureurs, cliniques, etc., vous avez l'obligation de vous asseoir à une table et de revenir avec une solution. Sinon, il n'y a pas d'augmentation, vous vous débrouillerez. Et je crois que c'est une bonne chose parce que ça force réellement chacun à prendre ses responsabilités et à retrouver ce fameux consensus helvétique qui fonctionne si bien ailleurs, mais pas dans le milieu de la santé. Alors justement, ce consensus helvétique qu'on sent un tout petit peu en danger, il nous reste très peu de temps pour conclure. Alors je vais commencer par vous, Alexandre de Senarclan. Vous qui, le PLR, propose justement une prime à 2 vitesses. Quel type de société, ça sera la question de conclusion, mais qui recoupe toutes les autres. Dans quel type de société on a envie de vivre? Est-ce qu'il faut une société justement plus solidaire, peut-être qu'elle est en train de devenir, avec un État qui intervient plus? L'État sacro-saint État libéral suisse est en train de faillir ou pas? Au contraire, il faut aller à l'américaine, justement, à commencer par les primes maladie. Mais les plus forts résisteront. Ni l'un ni l'autre. On n'a pas envie de ces deux modèles. Je n'ai pas envie d'un modèle à l'américaine, je n'ai pas envie d'un modèle étatiste prôné par la gauche. Je pense que, je ne suis pas spécialiste du domaine de la santé, mais je pense profondément que... Mais de manière générale, objectivement, vous pouvez répondre de manière globale, parce que c'est toute la question dans toutes ces questions de pouvoir d'achat. Oui, je vais répondre sur cette question-là. Je pense que le système est mort et qu'il faut complètement renverser la table, changer de logiciel pour un peu responsabiliser les acteurs, patients comme prestataires de soins, qui, à ce jour, ont des incitatifs pour l'un consommer plus et l'autre pour offrir plus de services. Donc je pense que le système est à bout, le système est mort. Il faut le repenser en responsabilisant ces personnes, en parlant en particulier de prévention. La droite a nourri et a maintenu ce système jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ce qu'on doit réussir à faire, c'est avoir une meilleure redistribution. La LAMA n'a pas été inventée par la droite. On conclut, donc chacun dit... Quand vous avez une assurance maladie qui est le même prix pour tous les ménages, indépendamment du salaire, vous êtes dans une désolidarité totale. Et donc, c'est bien dans cette perspective qu'on doit avancer, c'est-à-dire d'avoir une juste redistribution en fonction des salaires, de manière à protéger. Il y a un sondage de manière à protéger. Attendez, laissez finir Delphine Klopfenstein, mais il y a un sondage, justement, auquel je faisais référence, qui montre que 79% de la population suisse trouve la Suisse désormais trop inégalitaire. Donc, comme le système est mauvais, parfaitement. Monsieur de Senarclan, vous me laissez terminer, je vous remercie. Et donc, le principe, c'est donc une redistribution beaucoup plus juste.
Et c'est de travailler évidemment sur les ménages en fonction de leur salaire. Et à partir de là, si vous avez une assurance maladie qui dépend de votre salaire, eh bien c'est beaucoup plus juste au niveau des répercussions. Mais vous ne réglez pas le problème. Maintenant, sur la question... Alors, il faut se repartir rapidement, et puis ce sera monsieur juste encore sur la question des lobbies, juste rapidement. Les lobbies que M. Maître vient de présenter, il oublie une petite chose, c'est qu'il y a des lobbies qui font du profit directement sur les décisions qui vont être prises et d'autres n'en feront pas du tout. J'ai vraiment une seconde comment le VVF pourrait profiter d'un vote qui est Si vous pensez à l'Union suisse syndicale, effectivement, c'est une des associations les plus riches du pays qui a des caisses pleines à milliards. Michael Buffa, justement. L'État doit intervenir davantage. Les propos de madame confirment ce que je disais, c'est que les propositions, c'est de répartir différemment, mais ce n'est pas de s'attaquer au vrai problème des coûts de la malle. Non, moi je suis pour un État libéral, l'État qui a fait le succès de la Suisse, que nous avons maintenant, en prenant soin du plus faible, et de trouver des équilibres entre, si je prends par exemple la source maladie, de trouver l'équilibre entre les subsides et la partie qui est payée en fait par tête, parce qu'en finalité, on ne doit pas avoir une classe moyenne qui se retrouve écrasée sous l'impôt. On doit laisser le plus d'argent possible dans le porte-monnaie de nos concitoyens pour qu'ils puissent consommer puis faire tourner le système. Et voilà. Un mot, Benoît Gaillard. Non mais, je conclue. Okay. Un mot. Il se passe un truc dingue dans ce pays. Les salaires réels sont en baisse depuis 4 ans, alors que les gens bossent de plus en plus dur et que la richesse produite en Suisse, elle augmente. Les coûts sont en hausse, on parle des primes, il y a encore d'autres choses. On pourrait parler des franchises, parce que les gens prennent des franchises de plus en plus élevées. Dans la vie réelle, il n'y a pas que la prime, il y a aussi la franchise. Et en fait, les franchises moyennes, elles augmentent. Donc en fait, les gens payent même out of pocket, comme on dit, de leur propre poche, en plus de la prime. Et donc, il y a un vrai problème de contrat social en Suisse. C'est-à-dire que l'idée de la Suisse, c'était que si on travaille dur, en principe, l'année prochaine, ça ira un petit peu mieux que l'année d'avant. Ça, c'était le principe de base. Et ça fait 4 ans que ça ne marche plus. Et moi, j'attire l'attention sur le fait que c'est un vrai danger. Et que si on se contente à chaque fois de répondre, je m'excuse, messieurs, quand même, c'est compliqué, c'est complexe, c'est surtout qu'on n'a rien envie de faire. Des solutions existent et les expériences avec la majorité de droite, je suis navré de le dire. Alors c'est le mot de la fin. Le contrat social, on va s'arrêter là-dessus et chacun fera son choix, justement. Ça sera donc le mot de conclusion pour cette émission, ce point sur l'inflation majeure que nous allons payer et quel début de solution pour y pallier. Ce débat, nous allons y revenir, notamment sur les assurances maladie. Merci infiniment à tous nos invités d'avoir été avec nous et à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on compte les coups. Qui va gagner la partie entre le Sud global, comme on l'appelle désormais, et les États-Unis et l'Europe? Le match est lancé. Élargissement des BRICS, riposte du G20, affrontements militaires, économiques, tous les coups seront permis. Et nous, la Suisse, la question est de savoir si, malgré notre neutralité autoproclamée, on a vraiment le choix du camp. Ce sera mercredi prochain dans Le Point. En attendant, on vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine à toutes et tous.